Donc, aujourd'hui, je m'en viens vous présenter un projet qu'on a fait au cours de l'année dernière qui visait à développer un outil qui s'appelle Arctic. Je vais vous dire ce que ça veut dire plus tard. Donc, un outil super interactif d'apprentissage accessible en ligne pour les étudiants. Et ça a été appliqué dans le cadre du cours d'asservissement linéaire, mais on va voir que ça a une origine de 2 départements différents à la base. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais tout d'abord vous présenter la problématique de base qui a donné naissance à ce projet-là. Donc, qui venait essentiellement d'un besoin d'avoir un outil de révision en génie électrique. On va voir aussi les objectifs du projet, donc, qui était de développer essentiellement l'outil et de permettre une accessibilité en ligne. On va voir les principales caractéristiques de l'outil. On va faire une petite démonstration pour voir comment on l'utilise en classe, et puis les résultats qu'on a obtenus suite à l'application en classe de cet outil-là à l'hiver dernier. Donc, le contexte est le suivant. À la base, en génie électrique, on avait une problématique essentiellement ce qui avait trait au cours d'électronique analogique. Donc, on avait 2 cours d'électronique analogique, un qui était donné en 2e année, un autre en 4e année. Donc, il y avait un délai de 2 ans essentiellement entre les 2 cours. Ajouter à cela les interruptions de stage, etc., ce qui faisait que lorsque les étudiants arrivaient au cours de 4e année, souvent les concepts de base qu'ils avaient acquis en 2e année étaient un peu effacés de leur mémoire. Et là, le professeur devait en classe investir beaucoup de temps à faire des rappels et à s'assurer que ces concepts de base-là étaient bien frais dans la mémoire des étudiants. Donc, il y avait une grande perte de temps en classe. Et à l'époque, donc, on s'est dit comment est-ce qu'on peut améliorer ça et réduire cette perte de temps-là? Comment amener les étudiants à se responsabiliser dans la récupération de la maîtrise de ces notions-là? Donc, ça, c'était le besoin en génie électrique. Alors, il y a eu, suite à l'identification de ce besoin-là, une première solution qui a été proposée en 2010. Donc, il y a eu du matériel de révision développé pour les cours d'électronique analogique, essentiellement sous un fichier Excel, tout simplement. Donc, ça a été fait par un étudiant de maîtrise, Guy Aïssi, qui est maintenant gradué, et sous la supervision des professeurs Vaïe Nerguisian et Nicolas Constantin du département de génie électrique. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont bâti sous un fichier Excel un contenu pédagogique pour l'électronique analogique, avec vraiment un contenu très, très bien développé pédagogiquement parlant, avec beaucoup de questions de révision sur les notions de base en électronique analogique. Donc, les étudiants répondaient à un questionnaire et validaient leurs réponses. Donc, juste pour vous donner un aperçu, ça ressemblait à ceci. Alors, un fichier Excel, puis on avait différents niveaux possibles, donc soit un niveau de révision, un niveau d'approfondissement, un niveau d'application, et sous chacun de ces niveaux-là, on avait des thèmes. Donc, par exemple, introduction aux composants de base. Puis, sous ce thème-là, on avait des sous-thèmes. Donc, des questions sur la diode, le transistor bipolaire, le transistor à effet de champ. Et pour chacun de ces sous-thèmes, on avait des questions, vrai ou faux. Donc, et là, l'étudiant pouvait répondre et cocher les réponses à sa guise. Une fois qu'il avait rempli ce questionnaire, il pouvait aller tout simplement cliquer en bas sur l'onglet, sur la touche « Réponse » et obtenir à ce moment-là les vraies réponses à chacune des questions. Et dans certains cas, on avait ici un petit lien commentaire qui nous disait, par exemple, en polarisation directe, la tension aux bornes d'une diode peut aller jusqu'à 1,6 volts, etc. Donc, pour certaines des questions, on avait la possibilité d'avoir une explication ou un commentaire associé à la réponse. Donc, ça, c'était l'outil de base, mais c'était fait sur Excel. Donc, cet outil-là avait un certain contenu très, très appréciable et, par contre, on avait une problématique au niveau de la limite de l'outil. Vu qu'on était avec un fichier Excel, on avait utilisé des fichiers locaux très volumineux parce qu'on avait beaucoup de liens, beaucoup de questions. Donc, ça limitait l'accessibilité
quant notamment à la gestion des fichiers. Donc, si le professeur voulait modifier sa banque de questions, devait, dans le fond, déployer une nouvelle version de ces fichiers-là, des fichiers volumineux. Et il n'y avait aussi aucun outil de statistique pour le professeur, parce que l'idée derrière la révision de ce type-là, c'était de permettre aux professeurs en classe d'avoir une idée rapide du niveau de connaissance des étudiants. Donc, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur révision en début de session? Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je dois revenir sur certains concepts? Donc, le fichier ici ne nous permettait pas d'avoir une idée de ce que les étudiants avaient fait comme exercice, comment ils avaient acquis ces concepts-là, etc. Donc, à partir de ça, on a décidé de définir un nouveau projet avec des objectifs comme suit, c'est-à-dire, premier objectif, c'était vraiment de migrer cet outil-là Excel vers une plateforme qui permettait une accessibilité en ligne. Okay? Donc, et qui permettait, le fait d'être en ligne, de pouvoir modifier en temps réel ou en cours de session le contenu pédagogique pour le professeur. Centraliser aussi les données et de permettre justement cette information-là, donc un retour au professeur et à l'étudiant au niveau des statistiques d'utilisation ou des statistiques sur les résultats de chaque étudiant ou de groupe. Donc, et aussi, parallèlement à ça, parce que moi, je ne suis pas en électronique analogique, mais en asservissement linéaire, j'ai vu l'opportunité dans mon cours d'asservissement d'aller chercher aussi un petit peu la même capacité de révision avec un outil comme ça, notamment dans ce qui a trait aux fonctions de transfert, transformer de la place. Les étudiants devraient déjà, quand ils arrivent en deuxième année, avoir certaines notions de base là-dedans. Et j'avais aussi le même problème de devoir faire une grosse partie de révision en début de session. Donc, il y avait un aspect aussi de développer du nouveau contenu pédagogique pour d'autres cours, dont asservissement linéaire, que j'enseignais à l'hiver. Alors, pendant ce temps-là, on a parlé du département de génie électrique. Pendant ce temps-là, donc, je suis partie avec ces objectifs-là en main. Je me suis dit, bon, je vais d'abord me renseigner parce que moi, je ne suis pas une fille de web. Donc, je vais aller voir Sylvie Raté, la consulter pour voir comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en ligne, quels seraient les bons moyens de faire. Et là, en jasant avec Sylvie, on s'est rendu compte que dans le département de génie logiciel et DTI, Sylvie avait bâti avec des étudiants de maîtrise un outil qui répondait pas entièrement à nos besoins, mais qui était très connexe à ce qu'on voulait faire. Et ça s'appelait ARTIC, donc Apprentissage adaptatif, repères, technologie de l'information et des communications. Et là, c'était développé non pas pour une révision de matière dans le cours, mais plutôt pour une approche projet de laboratoire. Donc, mais il y avait beaucoup de liens entre les deux projets. Donc c'est un projet, un outil adaptatif qui avait 2 agents intelligents, un qui accompagnait l'étudiant lorsqu'il répondait à ses questions, un autre qui permettait au professeur, à l'enseignant, un suivi, justement, personnalisé pour ses étudiants. Donc, alors, on a fait le constat suivant, c'est-à-dire, nos 2 outils ont vraiment des trucs parallèles. Alors, si on les met ensemble, on va arriver à répondre à nos besoins. Donc, on va identifier les caractéristiques déjà incluses dans chacun des outils, dont, par exemple, les statistiques disponibles pour les étudiants et professeurs étaient dans l'outil de Sylvie. Base de données relationnelles, facilement accessible via Internet également. Et il y avait différents degrés d'accessibilité, soit un pour les professeurs, un pour les étudiants, un pour l'administrateur. Donc, la solution, c'était vraiment de fusionner tout ça en un outil qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et ça a été réalisé par Alex ici, Alexandre, qui était étudiant à la maîtrise au département de génie logiciel et DTI et qui a fait un stage pour réaliser ce projet-là. Donc, on a fait, la première étape, c'était vraiment justement d'identifier les caractéristiques de chaque outil. Donc, l'outil Excel, je ne sais pas si je peux tasser ceci sans... Donc, vous avez à droite l'outil Arctic de Sylvie et l'outil Excel à gauche. Alors, l'organisation du contenu, dans l'outil Excel, on avait des niveaux, donc 3 niveaux disponibles, révision, approfondissement, application. Pour chacun de ces niveaux-là, on avait des thèmes et des sous-thèmes selon le niveau. Et au niveau de Arctic, là, on avait le module étudiant, le module professeur, le module administrateur que je n'ai pas mis ici. Et on avait des niveaux qui étaient plutôt définis comme suit, soit les cours, les projets, les étapes et les concepts. Donc, on avait aussi une hiérarchie. On avait, au niveau de l'auto-évaluation, d'un côté, on avait la possibilité de répondre à des questions choix multiples, réponses numériques, des vrais ou faux,
Du côté d'Arctique, on avait seulement des choix multiples, mais on avait la possibilité de limiter le temps de l'auto-évaluation dans certains cas. Si on veut dire à l'étudiant, on te donne 30 minutes pour faire un questionnaire. Après ça, on corrige. Donc, on avait, au niveau du retour, du feedback à l'étudiant, d'un côté, on avait les réponses aux questions et quelques commentaires associés aux réponses. De l'autre côté, on avait vraiment une note, une compilation des notes suite à l'auto-évaluation et des suggestions de concepts à revoir. Donc, l'étudiant a mal réussi tel sous-thème, tel niveau, on te suggère de relire telle section. Okay. Pour ce qui était du retour au professeur, d'un côté, avec Excel, ça se faisait en classe, tout simplement. Donc, une fois que les étudiants avaient expérimenter l'outil, là, ils pouvaient peut-être valider avec des quiz ou quoi la compréhension des étudiants. De l'autre côté, on voyait vraiment les statistiques d'utilisation et les courbes de résultats aux questions choix multiples de groupe et pour chaque étudiant. Donc, finalement, la base, le support logiciel, fichier Excel d'un côté, de l'autre côté, base de données MySQL accessible via le web. Donc, on a vraiment fait l'identification de ce qu'on voulait garder dans chacune dans chacun des outils, finalement. Donc, en encadré rouge, c'est vraiment les concepts ou les caractéristiques qu'on voulait garder. Et on a tout simplement fusionné tout ça pour créer le module, l'outil que je vais vous présenter. Donc, parallèlement à ça, comme je le disais tout à l'heure, on avait le cours d'asservissement linéaire. Là, on a développé du nouveau contenu pédagogique et on l'a intégré. Oui? C'est une base de données relationnelle qui permet vraiment de pouvoir faire des liens entre une base de données, tout simplement, là, qui nous permet d'avoir un historique, de pouvoir aller chercher les statistiques, parce que tout est conservé dans la base de données. Si on a plus d'informations, peut-être informatiques, Alexandre, pour donner un peu plus de détails sur le type de base de données, là, mais ça nous permet de pouvoir sortir les statistiques, finalement. Donc, on a donc fusionné tout ça. Alors, la méthodologie était la suivante. On a fait la fusion des deux outils existants à l'automne 2011. Et on a permis l'accessibilité via le site web de l'école vers la fin de la session d'automne. Donc, on est allé voir l'informatique et on a obtenu d'eux qui mettaient ça en ligne. Et on a fait la première utilisation en classe dans deux groupes d'asservissement linéaire à l'hiver 2012. Et en cours de route, à l'hiver 2012, donc moi, j'ai ajouté du nouveau contenu pédagogique, donc pour le cours d'asservissement, puisqu'il n'y en avait pas à la base, donc 85 questions, 4 niveaux, 8 thèmes, 12 sous-thèmes. Et j'ai introduit dans le cours l'outil sur une base volontaire. Donc, il n'y avait pas de pondération associée à ça, puisqu'on était en démarrage. Et bon, c'est un outil informatique, donc il faut quand même s'assurer qu'on soit capable de livrer la marchandise, qu'il n'y ait pas de troubles majeurs au niveau informatique qu'en cours de session, là, on ne peut pas évaluer les étudiants. Donc, c'était vraiment sur une base volontaire, mais je les encourageais à le faire en disant, bien, si vous pratiquez là, vous allez peut-être avoir des notions qui vont venir à l'examen, etc. Donc, forte incitation, mais volontaire quand même. Donc, comment s'était bâti tout ça? C'est une architecture client-serveur. Donc, du côté du serveur, on retrouve justement la base de données, le contenu pédagogique, les statistiques. Et au niveau du client, là, on avait 3 modules dont j'ai parlé tout à l'heure. L'administrateur, lui, qui permettait d'ajouter, de supprimer des usagers, autant des professeurs que des étudiants, de former, de créer les mots de passe, les codes utilisateurs, de former les groupes, d'ajouter des sessions, d'ajouter des cours, etc. Tout se fait dans le module administrateur quant à la structure. Le module professeur, lui, permet au professeur vraiment d'aller mettre à jour son contenu pédagogique. Donc, d'enlever des choses, d'en rajouter, de changer la présentation, etc. Et aussi de visualiser les statistiques de son groupe ou d'un étudiant particulier même sur les résultats obtenus ou sur la fréquence d'utilisation de l'outil. Finalement, le module étudiant, lui, permet à l'étudiant de remplir les questionnaires, donc de s'auto-évaluer pour chacun des thèmes ou des sous-thèmes en question, de visualiser les statistiques de ses résultats. Donc, si j'ai fait 3 fois un questionnaire, est-ce que j'ai vu une progression? Donc, de visualiser ça. Et finalement, d'obtenir des explications ou des exemples lorsqu'on a une question qui est
bien, en tout temps, en fait, mais à certaines questions plus difficiles, le professeur peut ajouter une explication. Donc, lorsque l'étudiant remplit sa question, répond à la question, la valide, il voit la bonne réponse, mais il peut voir aussi une explication qui lui explique un peu plus pourquoi c'est la bonne réponse. Donc, ça, c'était la structure de l'outil. Alors, voilà, l'organisation du contenu, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, les niveaux, les thèmes, sous-thèmes, 4 types de questions. À réponse courte, vrai ou faux, à choix multiple. Puis, si on n'a pas, mais il y a une question grille qu'on va voir tout à l'heure. Donc, si on va faire des associations, par exemple, avec plusieurs figures, puis avoir des associations possibles. Et au niveau de l'environnement logiciel, donc, c'était bâti en utilisant le langage PHP, les librairies jQuery et iCharts au niveau des graphiques, des statistiques. La base de données, et c'est accessible, on en a parlé tout à l'heure. Donc, voilà, on avait une rétroaction possible en temps réel aux étudiants et aux professeurs avec cet outil. Donc là, plutôt que de vous montrer ici des choses plutôt statiques, je vais aller justement vous présenter un petit peu l'outil. Donc, l'outil de base, c'est la même fenêtre pour tout le monde, là, les administrateurs, professeurs et étudiants. Donc, si par exemple, je vais juste survoler... donc, le module administrateur, qu'est-ce qu'on y retrouve? Les cours, les étudiants, les professeurs, les départements, les sessions et les commentaires. Donc, au niveau des cours, c'est ici qu'on va pouvoir visualiser les cours, mais aussi en ajouter ou en supprimer, en modifier. Donc, si je veux ajouter un cours, je vais venir ajouter le cours avec son sigle, etc. Ensuite de ça, on peut ici tout simplement venir ajouter les étudiants et former nos groupes finalement. Donc, en génie électrique, session d'hiver 2012, mon groupe 1 en asservissement. Bien, les étudiants du cours d'asservissement sont listés ici. Pour chacun des étudiants, là, je peux rentrer le détail. Donc, si je clique sur un étudiant, j'aurai... je vais juste regarder, j'ai fait un étudiant bidon ici, c'est utile, c'est utile. Donc, j'aurai son nom, son prénom, son pseudonyme ici, bon, c'est bidon, là. Mais, donc, le département auquel il se rattache. Et je peux réinitialiser son mot de passe, l'advenant le cas que l'étudiant perd son mot de passe, c'est possible. Même chose avec les professeurs, donc je peux définir les professeurs ici et qui, à quelle session, a accès à quel cours. Donc, session d'hiver 2012, par exemple, moi, j'avais mon cours d'asservissement. Okay. Et finalement, on peut visualiser aussi les commentaires que les étudiants peuvent écrire. Donc, si, par exemple, on a des problèmes au niveau de l'utilisation en ligne, l'étudiant est chez lui, il fait un questionnaire, il voit un problème relativement au contenu, relativement à l'outil informatique qu'il va écrire ici. Et comme par exemple, tout à l'heure, j'ai rentré... j'ai rentré ici problème au niveau des statistiques pour les C1. Donc, et là, je peux le visualiser. L'administrateur va pouvoir régler les problèmes qui se présentent. Donc, ça, c'est vraiment la vue administrateur qui est un petit peu moins utilisée par les professeurs ou les étudiants. Au niveau des professeurs, alors, lorsque le professeur entre dans l'outil, qu'est-ce qu'on y voit? Donc, on y voit premièrement le cours, le ou les cours pour lesquels ce professeur-là utilise l'outil en question, à quelle session, le nombre d'étudiants dans ces cours-là et le nombre de groupes. Il peut aussi, ici, donc, par exemple, pour mon cours d'asservissement, j'ai plusieurs niveaux qui ont été définis. Okay? Donc, je peux les visualiser ici. Donc, ça, c'est vraiment de l'information sur l'outil par rapport au professeur qui a accédé. Donc, si je vais dans le cours ici, je peux visualiser ici les statistiques des étudiants. Donc, je peux, par exemple, venir sélectionner une session, okay? Par exemple, la session 2012, le cours d'asservissement, le groupe 0, Okay. Donc, le groupe 0, ici, j'ai des étudiants. Le groupe 0, c'est un groupe bidon, là, donc j'avais des étudiants qui sont listés ici. Si je choisis le groupe 1, j'ai vraiment les étudiants qui étaient dans le groupe 1 à l'hiver 2012 dans ce cours-là. Donc, c'est ici que je vais voir quel étudiant appartient à quel cours.
Mais là, je vais juste voir mon étudiant bidon, qui était dans l'autre cours, pardon. Donc, si je choisis mon étudiant ici, je peux voir, bon, les détails de connexion. Donc, combien de fois cet étudiant-là s'est connecté. La première connexion, la deuxième. Donc, j'ai créé cet étudiant-là hier, donc, et la dernière connexion a eu lieu aujourd'hui. Je peux voir quel cours il a suivi, OK, à quelle session. Et je peux aussi venir voir, donc, je peux aussi voir pour un étudiant particulier, pour un niveau donné, un thème donné, les résultats qu'il a eus à chacun des essais qu'il a fait avec l'outil. Bon, là, c'était des résultats bidons. Malheureusement, par exemple, elle a transformé de la place. L'étudiant a mieux réussi au premier essai qu'au deuxième. Mais ça nous donne une indication. Je peux aussi aller voir par sous-thème et là, voir par question, pour chaque sous-thème, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, par exemple, ici, l'essai numéro 1, l'étudiant a bien réussi la question 1, mais a failli à l'essai numéro 2 la même question. Okay? Donc, ça, c'est vraiment par étudiant, par niveau, par sous-thème, etc. Je peux également aller voir les statistiques de groupe. Donc, je veux voir, par exemple, à l'hiver 2012, mon cours, le groupe 1, niveau ici. Et là, je vais voir pour tout le groupe quels ont été les résultats pour le premier des essais qui a été fait pour chacun des étudiants et le dernier essai. Donc, ça me donne une vision plus globale. Et finalement, je peux aussi voir quelle a été l'utilisation des groupes. Je sais pas, il me remet toujours en haut. Donc, ici, je peux voir la fréquence d'utilisation par semaine. Donc, ici, désolée, c'est la résolution qui fait que les semaines ne sont pas très, très claires, mais on voit ici le nombre d'utilisations par semaine. Et on peut voir que, par exemple, juste avant le quiz, il y a eu plus de personnes qui l'ont utilisé, juste avant l'intra, juste avant le final. OK? Donc, ça, c'est les informations que le professeur peut avoir quant à l'utilisation de l'outil par les étudiants. C'est aussi dans cette vision-là que le professeur va venir définir les modules, les niveaux, les thèmes, les sous-thèmes, les questions. Okay? Donc, il va venir, par exemple, dans la section « Niveau » et il va pouvoir ajouter, par exemple, « Niveau 1, c'est utile ». Donc, j'ajoute ce niveau-là ici. Oh, pardon, j'ai oublié je vais le mettre dans l'asservissement puisque c'est le cours qui est accessible. Donc, là, il me dit que j'ai réussi mon ajout et je vois mon niveau, effectivement, qui est ajouté ici. Je peux le rendre visible ou non dès le départ. Donc, ça, c'est très utile si en cours de session, le professeur veut préparer dès le début de la session tous ces questionnaires et au fur et à mesure que la session progresse, on rend visible les questionnaires en temps et lieu. Donc, je vais le rendre visible tout de suite, comme ça on pourra voir ce qu'on a fait. Et une fois que mon niveau est défini, je vais aller maintenant définir mes thèmes, mes sous-thèmes, mes questions. Donc, je peux ajouter, je vais aller sélectionner mon niveau et je vais ajouter un thème, par exemple. Donc, le thème 1 de « C'est utile ». Donc, je peux définir un sous-thème. Donc, sous-thème 1, c'est utile. Donc, je pourrais définir plusieurs thèmes, plusieurs sous-thèmes. Une fois que ça c'est fait, je peux venir dans mon questionnaire et là, choisir pour le niveau en question le thème que je viens de créer, le sous-thème que je viens de créer et venir rentrer finalement tout mon questionnaire. C'est ici que je vais bâtir mon questionnaire. Donc, je peux, comme je le mentionnais tout à l'heure, allouer un temps maximal ou non. Donc, si je ne mets rien ici, l'étudiant peut prendre tout le temps qu'il veut pour réussir un questionnaire. Sinon, il va devoir le faire dans un temps limité. Alors, une question, par exemple, là, je peux voir que j'ai 4 possibilités dans les questions, des choix multiples, des vrais ou faux, des questions numériques ou à réponse courte et des grilles. Donc, par exemple, nous sommes, je ne sais pas, actuellement dans le local à 11h50. Vrai ou faux? Je rentre ma question, j'enregistre le tout. Et là, je peux aussi venir
visualiser la question que l'étudiant va voir. Donc, l'étudiant, lorsqu'il va rentrer, il va venir voir, il va voir la question, il va y répondre vrai ou faux. Donc, comme ça, je peux vraiment corriger si je trouve que la question est mal adressée ou quoi. Et je peux venir ici rentrer, voir réponse. C'est là que je vais rentrer ma bonne réponse. Donc, la bonne réponse, c'est faux. Nous ne sommes pas dans ce local-là. Maintenant, si... donc, ici, c'est un vrai ou faux. Je pourrais aussi ajouter des questions à choix multiples, etc. Donc, choix multiples, à ce moment-là, par exemple, dans quel local sommes-nous? Donc, choix multiples, je vais devoir venir mettre mes choix. Comment je vais le faire encore dans les réponses? Et je vais identifier ma bonne réponse. Ah, 14, 24. Par exemple, je peux en ajouter comme je veux. Donc, je remplis mes questions et finalement, je vais sauvegarder pour être certain que ma dernière question est là. Voilà, je remplis mes questionnaires, mes types de questions, etc. Une fois mes questions sont remplies, je peux aussi, comme je le mentionnais, donner des exemples ou des explications pour chacune des questions. Donc, je vais venir ici, dans mon thème, mon sous-thème, et je vais choisir, par exemple, la première question, vrai ou faux, que j'ai fait, et je vais dire, lorsque l'étudiant va répondre, je vais ajouter, on appelait ça exemple, mais c'est exemple ou application ou justification, je vais dire, plutôt que nous sommes dans le local A 1424. Voilà. Je pourrais aussi ajouter une image ici dans l'explication associée. Donc, une fois que j'ai rempli tout ça, je vais pouvoir sortir et aller... Là, je vais vous montrer ce que l'étudiant, une fois que tout ça est rempli, qu'est-ce qu'il va voir, lui, comment il va utiliser l'outil. Donc, je sors ici, là, je vais me connecter en tant qu'étudiant. OK. Donc, je vais arriver ici. Bonjour, c'est utile. Vous êtes inscrit à plusieurs cours. Veuillez sélectionner lequel. Donc, je vais prendre le cours pour lequel je viens de définir les questionnaires. Et je vais pouvoir aller dans la partie questionnaire, sélectionner le niveau qu'on vient de définir, sélectionner le thème, et je vais voir apparaître le sous-thème en question. Et je vais pouvoir démarrer le questionnaire. Donc, on dit à l'étudiant, vous n'avez jamais fait ce questionnaire, le temps pour le faire est illimité. Si j'avais délimité un temps, je l'aurais vu ici combien de temps j'avais pour le faire. Et là, je vois mes réponses comme ceci. L'étudiant va pouvoir dire, supposons qu'il dit vrai, et là, il peut valider tout de suite sa réponse. Il va voir que la vraie réponse, c'est faux, et il va dire, OK, je vais voir pourquoi nous sommes dans tel local. Donc, c'est vraiment tout de suite qu'il peut avoir, dès qu'il répond à la question, il peut avoir le feedback en temps réel, la bonne réponse, la mauvaise, l'explication, etc. OK, voilà. Donc, question suivante. Donc, la deuxième question est ici, et même chose. Et une fois qu'on a terminé, on fait terminer. Et on va voir que là, on a eu une réponse sur 2 qui était valide. Donc, on a tout de suite le score pour le questionnaire au complet qui apparaît. Donc, suite à ça, l'étudiant peut aller voir ses statistiques. Bon, là, on a fait un petit questionnaire à 2 réponses, là, mais donc, il peut voir ici, pour le niveau en question, sélectionner le thème. Donc, pour le thème, il voit effectivement qu'il y a eu 50 %. Il a fait un essai, il y a eu 50 %. Et il peut aller voir, pour le sous-thème, au niveau des questions, donc la question 1, on l'a raté, on a eu 0. La question 2, on a eu 1. Donc, il peut vraiment avoir les statistiques et pour chacun des niveaux. Il peut également envoyer un commentaire. Donc, les commentaires qu'on a vus dans la version administrateur, dans le module administrateur, quant à l'utilisation de l'outil, c'est ici qu'il va les rentrer. Donc, s'il rentre un commentaire ici, ça va être accessible. Et il peut finalement venir modifier son profil, changer son mot de passe, etc. Donc, ça fait le tour un petit peu des trois modules. On va voir au niveau des statistiques d'utilisation. Donc, moi, je l'ai utilisé en 2 groupes. En fait, j'avais un groupe à moi, j'avais un chargé de cours pour le groupe du soir. Donc, les résultats qu'on a ici, moi, j'avais 18 étudiants seulement. Et c'était sur une base volontaire, donc c'était pas un gros taux d'utilisation pour une première expérience, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils l'ont vraiment utilisé au niveau de la révision juste avant les quiz, juste avant l'intra, juste avant le final. On voyait les
typique d'utilisation. Et ceux qui l'ont utilisé ont trouvé l'outil, j'ai fait un sondage à la fin, ont trouvé l'outil très intéressant et souvent, je me faisais demander, est-ce que vous pourriez mettre plus de contenu plus fréquemment? Donc, j'arrivais pas donc, je voyais l'intérêt au niveau des étudiants et je pense qu'il y a un intérêt marqué qui permettrait de justifier de pousser un peu plus loin ce projet-là. Donc, ça, on en a parlé tout à l'heure. Alors, les avantages pédagogiques que j'ai vus à l'utilisation de cet outil-là, c'était vraiment de responsabiliser les étudiants pour faire leur propre révision, donc consolider leur apprentissage en cours de route. Donc, à chaque fois qu'on sortait un nouveau questionnaire, je les avisais en classe et là, ils pouvaient aller vraiment et se responsabiliser dans la revue de ces notions-là. Cet outil-là est transférable, évidemment, à d'autres cours, à d'autres départements, c'est vraiment universel, donc dépendamment du contenu qu'on y rentre. Le contenu pédagogique est dynamique, donc on peut vraiment le changer, le préparer en début de session et mettre le tout visible en cours de session, ou tout simplement faire comme j'ai fait, ajouter autant qu'on peut en cours de session. Et finalement, ce qui est très intéressant, évidemment, et ce qu'on voulait à la base, c'était d'avoir le retour en temps réel à l'étudiant, au professeur, et de pouvoir préparer nos séances de cours magistrales en fonction du retour qu'on avait. Donc, l'outil pédagogique est utilisé donc, en classe, comme je le disais. 78 dans le petit sondage que j'ai fait, 78 des répondants, donc des utilisateurs, ont dit que vraiment, ils voyaient un grand potentiel à l'outil, donc ils étaient très intéressés. Les 12 peut-être, c'était ceux qui avaient moins utilisé l'outil. Oui. Est-ce que c'est 78 de tous les étudiants de ta classe ou juste ceux qui l'ont utilisé? Non, mais tout le monde l'a utilisé au moins une fois, donc c'est tout le monde, OK? Parce que tout le monde était curieux d'aller voir, mais la récurrence n'était pas la même pour tout le monde, évidemment. Donc, mais c'est ça. Donc, même ceux qui sont allés une fois ou deux, la plupart reconnaissaient que oui, c'était intéressant d'avoir un outil comme ça. Donc, ça, je l'ai mentionné tout à l'heure, ils demandaient beaucoup plus de contenu, de fréquence, donc il y avait vraiment un intérêt au cours de la session. Par contre, la limite, je dirais, d'un outil comme ça, entre l'implantation, était limitée par le support logiciel qu'on a besoin pour implanter vraiment un outil comme ça en classe. Moi, j'ai travaillé avec Alex, donc qui était à l'automne, qui était stagiaire à temps plein durant toute la session d'automne pour développer vraiment l'outil, le tester avec moi, répondre. Donc, on s'est rencontrés plusieurs fois pour définir les besoins. Et une fois que l'outil était prêt, on l'a utilisé en ligne, en classe. Et là, au début de la session, j'ai dit, j'ai besoin de quelqu'un qui continue le support, évidemment, parce qu'on a trouvé des problèmes en cours de route. Il faut réagir rapidement parce que les étudiants ne sont pas très patients. Si ça ne fonctionne pas, ils vont tout de suite se désintéresser de l'outil. Donc, on a fait appel à Alex sur une façon plus sporadique, mais pour maintenir justement le support. Et ici, l'ETS de l'informatique nous a permis de mettre ça en ligne, mais on n'avait pas le support de l'équipe informatique de l'ETS pour... Donc, c'était vraiment le frein majeur, je dirais, pour faire en sorte que l'outil soit déployé dans plusieurs cours, plusieurs départements. Il faudrait vraiment là, améliorer ce côté-là. Donc, ce qu'on a fait vraiment pour la première expérience, vu qu'on voulait l'utiliser en classe, on s'est dit, on va focusser vraiment sur la partie étudiante. Donc, le module étudiant, on l'a vraiment bien peaufiné, bien développé, éliminé le plus de problèmes possibles pour que les étudiants soient justement attirés à l'utiliser. Mais il reste encore l'aspect administrateur ou l'aspect professeur qui doit être vraiment revampé pour justement attirer peut-être les professeurs à l'utiliser un peu plus. Donc, par exemple, pour juste donner un exemple, présentement, tout ce qui est équation, par exemple, dans mon cours d'asservissement, j'ai beaucoup d'équations, Laplace, etc. On n'a pas d'éditeur d'équations présentement. Donc, là, ce qu'on faisait, c'est qu'on écrivait nos équations, faisait une image, et on l'importait comme image. Mais là, l'équation ne sortait pas toujours belle, etc. Donc, c'est un temps fou pour le professeur. Il faudrait vraiment faire un deuxième volet, aller améliorer, avoir un éditeur d'équations facile à utiliser pour permettre au professeur d'avoir une utilisation plus rapide et plus agréable de l'outil. Certains problèmes aussi, un module administrateur d'affichage, etc. Donc, des petits détails, mais qu'il faudrait améliorer. Et au niveau du volet pédagogique, évidemment, de l'appliquer à d'autres cours, puis de pouvoir mesurer l'impact de l'outil. Donc, là, comme je l'ai appliqué, je l'ai introduit sous une forme volontaire, donc les étudiants pouvaient l'utiliser ou pas, mais ça ne permettait pas de mesurer l'impact de cet outil-là par rapport à utiliser l'outil ou non.
de voir quel était l'impact sur l'apprentissage, etc. Donc, si on avait une pondération, peut-être qu'on pourrait vraiment mesurer là, un peu mieux quel est l'impact à long terme de cet outil-là. Donc, c'est ça, vous avez ici quelques références qui traitent un petit peu de soit l'outil développé à la base, Arctic, là, dans le département de génie logiciel, soit l'outil développé par Nicolas Evaé, ou l'outil final. Donc, le premier papier ici est disponible s'il y en a qui veulent en prendre une copie. Et finalement, bon, c'est ça, je remercie l'ETS. Ce projet-là a été rendu possible grâce au PSIR, enseignement, et j'espère qu'on pourra poursuivre éventuellement vers l'amélioration des autres modules. Donc, merci. Donc, si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Oui, Véronique? Comment est-ce qu'on fait pour utiliser ça, nous, maintenant, dans nos cours? T'es intéressé? Super. Mais avec des équations. Oui, c'est ça. Bien, là, ça prendrait... faudrait développer. L'éditeur d'équations n'est pas encore développé. Mais tout simplement, moi, je peux le faire. Là, je vous crée un professeur, un profil professeur, et à partir de ce moment-là, vous rentrez, vous accédez, vous créez votre contenu. Vous êtes... oui. J'ai vu tout de suite la possibilité d'utiliser ça pour faire des quiz qui s'autocorrigent. Hein. Oui. Mais est-ce que c'est possible d'enlever le module où l'étudiant a accès tout de suite à la bonne réponse une fois qu'il a répondu? Parce qu'effectivement, s'ils sont en classe, on leur demande d'avoir leur ordinateur pour répondre au quiz, et puis qu'ils peuvent, s'il y en a un qui répond à la question, ils peuvent tous s'étendre le coup pour aller regarder la réponse. Ce serait une possibilité. En fait, c'est drôle parce qu'au départ, il n'était pas là. Et nous, on le faisait plus pour un outil de révision. Donc, on le fait mettre en cours de route parce qu'on s'est dit, si on a un questionnaire qui a 25 questions, l'étudiant arrive à la fin, il a son résultat global, mais il n'y a pas de... Donc, nous, on voulait vraiment l'avoir en... Mais on l'a fait rajouter, mais ça pourrait se faire... ça serait un bel ajout de dire on peut permettre ou non la validation en cours de route et l'explication. Pour un quiz, on pourra arriver en classe et puis nous, le prof, on rend le truc disponible. Oui. Mais oui, ça serait... 15 minutes ou 20 minutes pour y répondre. Ils auront les réponses dans une heure. C'est ça. Ça serait très... Oui, ça serait possible il y a plein d'améliorations possibles, ça en serait une dans cette optique-là d'évaluation qui serait intéressante à ajouter, effectivement, et faisable. Oui. Mais oui, Sylvie? Est-ce que ça pourrait créer un faux sentiment de confort si les examens ne sont pas à choix multiple, pas à courte réponse? C'est des questions à développement. Oui. Là, ils ont été habitués à des questions à choix multiples. Là, ils arrivent en examen, puis c'est complètement différent. Oui. Ça dépend comment on l'utilise. Moi, je l'utilisais vraiment pour vérifier des petites notions de base. Oui. Donc, j'allais pas... Lorsque j'avais des exemples plus costauds, des développements plus costauds, là, je les faisais en classe. Donc, c'est pas dans cette optique-là, donc, dépendamment de ce qu'on veut faire, je pense que non, on peut pas... De la façon qui est bâtie présentement, on peut effectivement pas faire de gros développements. Alors, il faut effectivement compenser là, en classe si on l'utilise comme il est défini présentement. Et avertir les étudiants. Oui. Que ça risque d'être différent. C'est ça. Oui. Puis c'est parce que si on fait en classe des bons gros exemples, puis on distribue d'autres exercices, là, on va chercher cet aspect-là, effectivement. Je pense que c'est pas suffisant non plus. Là. Le cours reste là, puis il faut quand même... oui. D'autres questions? Oui? Est-ce qu'on pourrait l'envisager, là, je pense vraiment au futur, là, pour l'utiliser dans un contexte de flipped classroom, où il n'y a plus de théorie dans les classes, et en classe, tu ne fais que de l'application. Que toute la théorie serait là, finalement. J'imagine que oui. J'imagine que ça serait possible, mais là, le contenu, il faudrait qu'il soit pas mal plus élaboré, là. J'étais justement en train de penser à ça aussi, puis je me disais, dans ce contexte-là, les étudiants des lectures, moi, je pensais l'utiliser pour vérifier qu'ils ont fait leur lecture, c'est-à-dire leur poser des questions. Et donc, ils arrivent en classe, ils ont lu le matériel, ils ont répondu soit on fait ça en début de classe, soit ils doivent l'avoir fait avant. Et puis, à partir de là, on peut bâtir les exercices. Oui, c'est ça. Pour vérifier qu'ils font les lectures, sinon ils font. Non, c'est ça. C'est vraiment l'aspect intéressant de pouvoir vérifier ce que l'étudiant fait, la compréhension, et de faire le lien des fois avec la fréquence d'utilisation et les résultats qu'il obtient. Donc,
oui, je pense qu'il y a plusieurs applications. L'enseignement, est-ce que ça te permet donc d'avoir une interaction, de mieux améliorer son cours, d'accentuer des choses? Ça a été quoi le premier feedback? Oui, bien moi je voyais, on voit rapidement, c'est une base volontaire, donc c'est différent un peu, mais on voit rapidement l'intérêt de certaines personnes et le désintérêt peut-être de d'autres, ou l'investissement qui est moins mais on voit aussi les sujets qui sont mieux maîtrisés, très clairement. Donc, et là, on voit que, bon, le dernier cours, j'ai parlé de ça, ils sont allés tout de suite faire le quiz et ils ont très bien compris. Ou bien, hop, ce concept-là, ils ont failli à telle question, donc je dois revenir en classe et vraiment expliquer mieux cette notion-là. Au fur et à mesure d'améliorer son Oui, exactement. C'est ça. Donc, c'est ça qui permet. Donc, en classe, la théorie est présentée. Et là, je leur dis, allez vous pratiquer. Donc, et là, je vais voir, moi. Donc, juste avant le prochain cours, cette notion-là, je pensais que ça avait bien passé. Et effectivement, le premier essai qu'ils ont fait, c'était raté complètement. Donc, et mettre le point vraiment là où il faut revenir. Et donc, en classe, on revient, on prend 15 minutes et on refait. Oui, puis c'est souvent les mêmes personnes qui vont répondre. Ceux qui ne comprennent pas n'oseront pas répondre. Donc là, on a vraiment une vue d'ensemble et on est capable de vraiment identifier mieux un petit peu l'ensemble de la classe. Parce que des fois, il y en a 2, 3 qui prennent beaucoup de place ou qui répondent facilement. Puis là, tu penses que, lui a compris, tout le monde a compris, mais c'est pas ça. Oui, Véronique? Moi, je pense qu'il y avait une question ici avant, oui. Oui, moi, je me demandais un peu en lien avec Moodle, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à développer un outil à partir de zéro? Il y a des outils qui existent. Je me demandais c'était quoi? Est-ce que vous avez regardé les outils qui existent et vous avez dit ça répond pas aux besoins? Bien, en fait, développer un outil. Non, mais en fait, ce qui est arrivé, c'est vraiment un concours de circonstances dans le sens qu'on n'est pas parti de zéro parce que les 2 outils étaient disponibles déjà. Donc, l'outil Arctic avait déjà été développé par Sylvie dans le cadre du laboratoire. Fait qu'on est vraiment parti de là. Et non, effectivement, on n'a pas évalué l'ensemble des possibilités autres que celle-là, parce qu'il y avait vraiment un pairage très, très grand entre les 2 outils. Donc, l'investissement de temps, pour nous, n'était pas super grand, d'une part, et d'autre part, Sylvie avait déjà investi beaucoup dans cet outil-là, et je pense qu'elle était très motivée aussi à le faire progresser. C'était vraiment une opportunité pour le pousser un peu plus loin. Mais, donc, c'est ça. C'était un peu dans ce sens-là. Moi, j'ai regardé ça, je me dis. Pour un outil qui a été développé à l'interne, je pense que ça répond aux besoins, mais ça a l'air aride. Ça me fait un peu penser à SIGA. Oui. Vous voulez aller, il faut en cliquer un peu pour bâtir des trucs. Pareil, j'ai déjà utilisé Moodle, SurveyMonkey, des trucs comme ça. Je te voyais, tu prépares ta question, il faut que tu sauves. Quand tu sauves, il dit oui, je sais ça à sauver. Juste le sauver. Mais, OK, puis dans Moodle, mais je connais pas, c'est ça, je connais pas Moodle, donc... J'ai essayé de faire des quiz dans des questionnaires dans Moodle, puis je n'ai pas trouvé ça amusant non plus. OK. Ça, je ne peux pas dire. Oui. Ce que je trouve qui marche bien, qui ressemble un peu à ça, c'est pas la même chose, c'est les télévotants. Là, tu es dans PowerPoint, créer ça, c'est fluide, puis c'est facile, puis ça n'est pas le même... Mais il faut le faire en classe, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pas la même optique tout à fait, mais oui. Véronique, avais-tu une question aussi? Oui, j'ai une autre question, c'est concernant, si tu veux que tout le monde aille utiliser l'outil, il faut que ce soit noté. Sinon, ils ne le feront pas. Enfin, il y en a certains qui ne le feront pas. Comment est-ce que tu fais pour noter, prévoir une pondération pour l'utilisation de ça, à partir du moment où tu donnes toutes les réponses, et puis, où, mettons, ils peuvent se mettre à 5 un soir, il y en a un qui répond à la première question, ils regardent tous la réponse, et puis les 4 suivants mettent la bonne réponse. Puis, ils font ça à tour de rôle, et ils ont tous 95%. Mais je pense que, en tout cas, je pense pas que ce soit un outil présentement, la façon qu'il est bâti, pour avoir une pondération qui remplace un intro. Je pense que la pondération, c'est plutôt pour les encourager à l'utiliser, donc très faiblement. Mais je pense que c'est plutôt d'aller chercher la notion qu'ils auront acquise, les notions qu'ils auront acquises là-dedans pour ensuite revalider en classe. Donc, merci beaucoup. Merci.